Bonsoir et bienvenue à ce numéro du débat du dimanche. Aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de cette attaque terroriste au niveau de l'hôtel Radisson Blu de Bamako, tentative de prise d'otages déjouée en fin d'après-midi, principale articulation donc de votre débat de ce dimanche, un numéro autour duquel nous recevons Adam Cham du Républicain, Maître Abdraman Ben Mamata Touré, avocat, Ousmane Bamba, directeur de publication de Info7, et Serge Daniel, journaliste écrivain. Les Bamakois se sont réveillés vendredi dernier avec cette triste nouvelle, l'attaque par des hommes armés de l'hôtel Radisson. Après avoir tiré sur les vigiles en faction devant l'établissement, les assaillants ont pris en otage les 160 à 170 clients. Certains d'entre eux sont très tôt parvenus à s'échapper. Parmi eux, l'artiste guinéen Sekouba Bambino Diabaté, qui était à Bamako pour se produire à travers un spectacle. Sekouba Bambino Diabaté et un autre rescapé que nous écoutons ici. Tirer comme ça et tuer les gens bêtement, je ne vois pas l'importance. Vous étiez à l'intérieur, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je me suis réveillé avec le coup de tir. Et vers de là, je suis déjà. Pour moi, c'était peut-être un petit bandit qui sont venus pour réclamer quelque chose. Mais ça a duré pour 20 minutes, 30 minutes. Je me suis dit non, ça c'est des gens, ça c'est pas un problème de bandits. Donc, on avait vraiment. J'attendais chaque fois le coup de tir, gauche à droite, et ils parlaient entre eux. Voilà, donc c'est ça. Quoi. Ouais. Mais comment vous êtes sortis? C'est la sécurité et l'armée malienne qui est venue nous faire sortir. Parce que déjà, il y avait mis le feu déjà, il y avait la fumée, beaucoup de fumée, on n'arrivait même plus à qu'on appelle prendre de l'air, à respirer maintenant. Donc Dieu merci, ils sont venus nous chercher, on est sortis et on a tout laissé pour sortir. Quoi. Ils avaient tiré parce que moi j'étais caché, mon pied était sorti. Donc ils ont vu mon pied, ils ont tiré. Lorsqu'ils ont tiré, je me suis levé. J'ai dit maintenant, bon, je suis musulman. J'ai dit, la ilaha illallah, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ben, ils sont descendus. Ils étaient plus de, je ne sais pas le nom, mais j'ai vu toi. Moi, j'ai là. Voilà, au cours de l'assaut qui sera donné en fin d'après-midi, les ravisseurs sont tués, les otages libérés, certains perdront la vie malheureusement. Le président Ibrahim Boubacar Keïta s'est rendu hier sur les lieux du drame. Ibrahim Boubacar Keïta que nous écoutons ici. On peut les imaginer aisément. L'horreur dans toute l'acception du terme. Comment comprendre que l'on puisse se lever et aller ôter la vie à des gens qui ne vous connaissent pas, que vous ne connaissez pas, qui ne vous ont rien fait, qui ne sauraient le faire, leur ôter la vie, parce que telle est la folie du moment qui vous passe par la tête. Nous sommes dans un monde qui a basculé, qui est maintenant un monde de l'imprévisibilité, un monde de l'inadmissible, de l'intolérable, qui est devenu tolérable quelque part, mais que nous ne tolérons pas. Pourquoi nous avons décrété hier l'état d'urgence avec toutes les conséquences? Et je voudrais que chacun comprenne que nous ne sommes plus dans une douce quiétude quelque part, sans être dans un état d'excitation, de psychose, de peur. Et il est bon, il est séant, il est convenable que chacun de nous désormais comprenne que les temps ont changé. Voilà Ibrahim Boubacar Keïta qui s'est également rendu sur les lieux ce dimanche après-midi, cette fois-ci avec le président sénégalais Macky Sall. Si la technique le permet, nous aurons au cours de cette émission cette réaction du président sénégalais. Nous allons également tenter de joindre d'autres personnalités qui vont intervenir en direct. L'ancien Premier ministre Moussa Mara ou l'ancien ministre de la Communication Gaussou Drabo qui apporteront également leurs réflexions sur cette attaque de l'hôtel Radisson. Mais déjà, première question, Abdraman Ben Mamata Touré, est-ce que vous avez été surpris par cette prise d'otage tôt ce vendredi matin à l'hôtel Radisson? Merci, M. Tangara. Surpris, je pense que tout le monde l'a été.
à commencer d'abord par même les victimes, parce que personne ne s'attendait en ce moment précis à cet acte de folie. Moi, j'étais précisément à Cotonou, dans le cadre de mes activités professionnelles. C'est sur une chaîne étrangère que je l'ai appris le matin en pleine salle. On m'a dit il y a quelque chose qui se passe au Mali. Et on a dû momentanément même suspendre quand même la séance de travail. Tout le monde a effectivement compati. Et c'était vraiment de l'incompréhension depuis Cotonou. Et ensuite de l'indignation. Un sentiment de révolte à la limite, comme on l'a si bien dit tout à l'heure, c'est l'inadmissible, c'est l'inacceptable qui commence à être érigé en règle par des personnes d'une certaine idéologie. Vous avez vu sur le commentaire tout à l'heure le monsieur qui a été sauvé par la grâce de Dieu. Il a évoqué une sourate du Saint-Coran. C'est le Coran qui nous unit tous en tant que musulmans et qui a été quand même mal lu par certains aussi qui prétendent vraiment défendre les versets de ce sacré Coran en portant atteinte à la vie d'autres musulmans ou d'autres personnes d'autres confessions. Donc vraiment c'est un sentiment d'indignation, de surprise et c'est quelque chose, comme le président l'a dit également, qui est inacceptable et que le terrorisme ne passera pas. Oui, M. Bamba, sur cette première question. Non, moi je pense que comme il a dit, après ce que nous avons connu ici, de moments très durs et éprouvants, on pouvait dire qu'on s'y attendait un peu parce que nous sommes dans un état qui avait été occupé par des djihadistes. Nous sommes dans une situation de ni paix ni guerre depuis un certain moment. Mais la surprise était là de savoir que ça va frapper ce jour. Et moi j'ai été d'autant plus surpris que ça arrive un vendredi. Si c'est au nom de l'islam, le vendredi est quand même considéré comme un jour saint pour nous. Et jusqu'ici, tout n'était pas permis le vendredi. L'attaque du Byblos aussi à Sévaré, c'était un vendredi. C'était un vendredi. Ouais. À Paris, c'est un vendredi. Au Mali, c'est un vendredi. Quel message on veut donner ce jour aussi béni par la Oumma islamique? Probablement, je me suis dit non, peut-être que en fouillant dans les archives, on se rend compte que le Christ a été jugé et crucifié un vendredi. Peut-être que, je ne sais pas. Mais on n'explique pas. On n'explique pas que le vendredi soit si rabaissé à ce niveau. Et donc, moi, je me dis aussi, comme il a dit, ce n'est pas au nom de l'islam. Dans le Coran, il est clair, là, Ikra Hafidin, il y a énormément de versets, mais simplement les gens se fondent sur un verset, la sourate 9, qui est la sourate Tawbah. C'est d'ailleurs la seule sourate du Coran qui ne commence pas par Bismillah. Donc, vous prenez les versets 5, 9, 19. Et donc les gens en ont pris, ceux qui lisent d'une autre façon le Coran, en ont fait des fondements de la djihad moderne. Et ce qui est une totale aberration, parce que cette religion est avant tout une religion de paix. C'est une religion de salam, qui est confirmée d'ailleurs par son salut quotidien, de assalamu alaikum. Donc on ne peut pas, au nom de l'islam, tuer et faire ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas des islamistes. Et ce qui est gênant, c'est que ça a été revendiqué par... Ok, on va en parler. Maître Touré était à Cotonou. Adam, je crois que vous aussi, n'étiez pas à Bamako ou... Moi, j'étais à Casa et c'est la voix d'un certain Serge Daniel qui m'a réveillé avec la nouvelle. D'abord, pour moi, c'était l'incrédulité parce que je pensais que, oui, je m'attendais, comme beaucoup d'experts l'avaient dit, que je m'attendais effectivement à une attaque terroriste majeure à Bamako les 3 années suivant la libération du pays par des forces étrangères. Parce que, effectivement, c'était une hypothèse haute que tous les chercheurs, que tous les experts sécuritaires avaient effectivement envisagé. Mais ça m'a surpris dans un sens parce que c'est Radisson. J'avais pensé effectivement que ça ne pouvait pas être aussi facile de s'introduire dans le Radisson et de faire le type de carnage qu'on a vu. Mais il y a cela, donc l'attaque, et puis il y a la gestion de l'attaque. Sur la gestion de cette affaire, moi j'aimerais effectivement dire que nous apprenons de plus en plus effectivement de crise en termes de communication, en termes de gestion. Nous avons vu par exemple un ministre de la Sécurité intérieure qui se prononce pour la première fois par rapport en tout cas au ministre sortant sur les questions qui édifient la presse. Nous avons vu même l'ORTM et vous aussi Africable essayer de couvrir autant qu'elle peut ces événements. Et nous avons vu le président sur le lieu du Radisson à l'hôpital pour compatir avec les blessés. Et ça, cela veut dire qu'il y a quand même un frémissement, un début d'apprentissage par rapport à un phénomène avec lequel
on va peut-être, il va falloir vivre. Il va falloir vivre parce que je ne crois pas que ça s'arrêterait. Je ne dis pas effectivement que nous avons fait tout ce que nous pouvions pour éviter que le Radisson soit attaqué. Je ne veux pas non plus faire comme... je ne veux pas non plus dire oui, même en France ou aux États-Unis ça arrive. Non, parce que les services français et américains, ils déjouent des dizaines et des dizaines d'attentats. Okay. Et c'est le seul qui fait beaucoup de bruit, comme le Bataclan. Qui, voilà. Nous aurons l'occasion de parler de la gestion de la crise. Oui, voilà, la gestion de la crise, je pense que ça sera dans une autre phase. Je crois que la menace était là. On a découvert il y a quelques mois un camp militaire à Samakon. Il y a eu... un attentat ici, il y a eu des tirs, une fusillade dans une gare routière, donc la menace était là. Disons que la menace était là. Moi, j'ai pas totalement été surpris parce que la menace était là. La surprise, ce qui a été la surprise pour moi, c'est l'endroit où ça s'est passé. Ça s'est passé un vendredi, si vous vous souvenez, si vous prenez toutes les grandes attaques des djihadistes dans le nord du Mali, ça se fait un vendredi ou ça se fait dans la nuit du jeudi à vendredi. Donc forcément, il y a un vernis, je dirais religieux, mais un petit vernis religieux, mais ça n'a rien à voir, comme l'ont dit d'autres avant moi, ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc l'hôtel a été choisi, donc il y a eu probablement un repérage, ils ne sont pas venus là parce que, et c'est un hôtel, ils avaient peut-être des complices qui sont venus faire un repérage, savoir qui sont là, et ils sont venus quand même tôt le matin, au saut du lit, si vous voulez. Donc, ce qui m'a surpris, c'est l'endroit et la méthode, si vous voulez, parce qu'ils n'étaient pas 10, ils n'étaient pas 15, ils n'étaient pas du tout nombreux. Ils avaient un objectif, c'était de tuer d'abord, de tuer. Donc, j'ai été plutôt surpris par l'endroit où ça s'est passé. Sinon, la menace était là et on s'attendait à cela. Pour terminer dans cette première phase, il faut savoir que les services de sécurité, les services de renseignement maliens ont déjoué plusieurs attentats déjà ici. Donc, là, on n'a pas pu déjouer ça. J'espère qu'on va analyser, on va rentrer dans le détail tout à l'heure. Ok, mais lorsqu'on regarde le mode opératoire, c'est exactement celui comme l'attaque de la terrasse, l'attaque du biblos. Est-ce que c'est peut-être parce qu'on n'est pas allé au fond, jusqu'au bout, avec l'arrestation des commanditaires de ces attaques-là, que peut-être celle de vendredi dernier est intervenue à Radisson? Si on était parvenu à des résultats tangibles, c'est vrai, on salue la dextérité des forces spéciales du Mali et tout, mais s'il y avait une suite heureuse par rapport aux attaques de la terrasse et du biblos, ça aurait peut-être pu atténuer d'autres attaques à venir à Abdraman Ben Mamata Touré. C'est le même mode opératoire, en fait. Oui, je pense qu'au-delà du mode opératoire, ce qui est important aussi de signaler, c'est la nature de l'établissement aussi qui est attaqué. Parce que beaucoup d'entre nous pensent qu'il n'y avait pas de sécurité et comment ça se fait que ces personnes soient parvenues à faire ce qu'ils ont eu à faire, alors qu'on dit que l'hôtel Radisson, c'est l'hôtel le plus sécurisé au Mali. Voilà, l'un des plus sécurisés au Mali ou le plus sécurisé au Mali, mais ce qu'ils ont comme dispositif sécuritaire, c'est des personnes quand même qui relèvent de la sécurité privée, et la sécurité privée également, elle a ses limites. Donc ce n'est pas des forces spécialement entraînées pour faire face à des personnes qui sont détentrices quand même d'armes de guerre. Donc on n'est pas dans cette disposition-là. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ces établissements privés? C'est vraiment de mettre en place ce système de sécuritaire au-delà duquel maintenant il va falloir intervenir avec des moyens forts et des professionnels. En ce qui concerne la terrasse, le lien entre les deux, je pense que le mode opératoire étant le même, je ne peux pas dire que si on était allé au bout de cette histoire, il n'y aurait pas eu cette attaque. Ce qu'on sait simplement, c'est qu'il y en aura d'autres, comme Adam l'a dit, on ne le souhaite pas, mais c'est un travail de longue haleine, un travail de surveillance rapprochée, sans relâcher, parce que dans le monde, il y a quand même des bonnes pratiques qu'on a vues, par exemple, au niveau du Royaume-Uni, avec la situation de l'IRA. Ils ont été traqués de jour en jour pendant très longtemps. À la fin, ils sont parvenus à démanteler l'entreprise. Donc, c'est une surveillance rapprochée quand même de ces auteurs qu'on doit identifier et avoir vraiment dans le viseur. Chaque fois qu'on relâche un peu cette surveillance, il est probable qu'il y ait des débrayages et les endroits sont tellement énormes et dispersés que le risque zéro ne peut pas exister en réalité. Ok, Bamba, est-ce que l'attaque de Radisson n'est pas une interpellation
Est-ce qu'il ne faut pas contextualiser un peu la stratégie sécuritaire? Radisson, c'est l'un des rares établissements qui pouvait avoir plus de 100 lits occupés par des Occidentaux dans un pays où ses ressortissants viennent de moins en moins. Est-ce que l'État ne doit pas mettre le focus, le curseur sur ces établissements qui reçoivent quand même un nombre important d'Occidentaux vu la menace? Est-ce qu'il ne faudrait pas contextualiser les choses à ce niveau-là? C'est peut-être aussi sérieux pour confier la sécurité à des agences privées de sécurité. Comme il a dit, il y a beaucoup d'interrogations qu'on se pose, hein. Mais je crois que fondamentalement, ce qui est titillé là, c'est notre organisation, l'organisation même de notre État. Vous avez vu ce qui s'est passé en France 2 ou 3 jours plus tard. On était capable de dire, d'identifier ou de lier des traces prélevées sur la scène des crimes à des personnes qui sont dans les bases de données. Donc quand vous questionnez le mode d'organisation de nos États, on n'est pas encore dans ça. Vous avez vu par exemple le grand projet du RAVEC où on en est avec. Alors aujourd'hui, même si on prélève, j'ai vu des éléments des forces spéciales maliennes, et on se rend compte aujourd'hui dans un pays où on a toujours besoin, alors qu'on a pratiquement eu ce qu'on a eu avec les Bélarusses. Donc on a besoin de ces forces spéciales. Mais on a vu qu'ils ont prélevé des traces sur la scène des crimes. C'était des douilles par exemple. Mais au-delà des douilles, si on prélevait des traces, est-ce que le Mali est capable aujourd'hui de relier ces traces-là à des bases de données de malfrats? Vous prenez par exemple la base de données de l'Interpol, qui est quand même une base de données gratuite disponible pour toutes les polices, et comme on appelle la base de données AFIS, l'empreinte, le fichier automatisé des empreintes digitales qu'on aurait pu mettre en place, ainsi de suite. Donc, on n'est pas techniquement outillé pour faire mieux que ce qu'on a fait. Je crois que ce qu'on salue aujourd'hui, c'est beaucoup plus le courage de nos forces armées que réellement leur équipement qui a été à la hauteur de la mission. Et quand vous avez vu même des éléments d'autres forces spéciales arriver sur le terrain, vous les comparez, vous voyez très nettement que nous avons encore besoin de mettre l'accent sur les équipements, de mettre l'accent sur la formation. Et l'une des formations qu'il faut faire, c'est la police scientifique au Mali. La police scientifique, quel est son état aujourd'hui? Et vous avez vu l'attaque de la terrasse, on a vu, moi j'étais content de découvrir qu'au Mali, que les hommes de l'OCAR étaient là. Mais ce n'est pas aller loin. Okay. Donc il faut vraiment mettre ça. La sécurité de l'hôtel. Tout à fait. Ouais. Vous savez, il y a quelques années, on rentrait dans un hôtel à Bamako comme on rentrait dans une salle de cinéma. Depuis 2 ou 3 ans, ils ont renforcé le dispositif de sécurité. Vous avez des portiques, vous avez des agences de sécurité. Mais cela veut dire, la première leçon, la première observation qu'il faut faire, c'est qu'il faut renforcer davantage les mesures de sécurité autour des hôtels. D'ailleurs, je pense que le directeur général de la police doit rencontrer demain ou après-demain tous les responsables des hôtels à Bamako. C'est-à-dire que c'est malheureusement, quand une situation se présente, lorsqu'il y a un acte négatif, qu'on en tire les conclusions. On ne prend jamais assez de précautions dans une affaire de terrorisme. Donc je pense qu'on n'a pas appris assez de précautions parce qu'on avait une société de gardiennage qui était armée, mais allez voir si c'était des armes factices ou si c'était la réalité, qui n'ont pas pu réagir. Et en plus, il ne faut pas oublier que quand ils sont arrivés, tout de suite, les djihadistes ont tiré sur ces agents de sécurité. On ne prend jamais assez de sécurité. Il faut tirer les leçons rapidement et renforcer davantage, à mon avis, la sécurité sur ces lieux, dans les hôtels de la capitale. Ok, Adam Thiam, on salue la promptitude des forces de défense et de sécurité du Mali. On va même en parler dans une sous-rubrique, mais on peut quand même s'indigner de la facilité avec